Vous connaissez cette phrase qui dit que le passé nous rattrape toujours? Eh bien, Amélie Dubois l'a découvert de la pire des manières. Là, courant pieds nus dans le désert brûlant de l'Arizona, sa robe blanche déchirée et tachée de terre, elle était absolument certaine que ses jours étaient comptés. Les sabots des chevaux des chasseurs résonnaient de plus en plus près, soulevant des nuages de poussière dorée qui brûlaient ses poumons. Chaque respiration était un feu. Chaque pas était une agonie. Et quand elle trébucha sur cette pierre tranchante, sentant son genou se déchirer et le sang chaud se mêler à la sueur, quelque chose en elle simplement abandonna. Mais le destin avait d'autres plans pour elle. Voyez-vous, il y a des moments dans la vie qu'on n'oublie jamais. Ces instants figés dans le temps qui divisent notre existence en avant et après. Pour Amélie, ce moment arriva quand elle ferma les yeux, acceptant la fin, et entendit le galop furieux d'un cheval noir fendant l'air comme un éclair. Quand elle ouvrit les yeux, il était là. Gabriel Beaumont. Un guerrier apache de presque 2 mètres, muscles sculptés par le soleil du désert, longs cheveux noirs volant au vent, yeux bruns portant les histoires de 1000 batailles. Et la main tendue. Cette main forte, marquée de cicatrices, tremblant légèrement dans l'air pendant que les chasseurs approchaient. « Je suis venu te sauver !» cria-t-il en français, avec un accent qui mélangeait Paris et les plaines américaines d'une façon qu'Amélie n'avait jamais entendue auparavant. Et vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? Elle hésita. Imaginez la scène, une femme poursuivie par des assassins cruels, au bord de la mort, et quand quelqu'un apparaît pour la sauver, elle hésite. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que cette hésitation révèle quelque chose de profond sur l'être humain auquel on s'arrête rarement pour réfléchir. Amélie avait des taches de soleil sur les bras. Non, ce n'était pas du bronzage. C'étaient des marques, des cicatrices, des hématomes dans différentes teintes de violet, jaune et marron. Chacune racontait une histoire de survie. Chacune était un témoignage silencieux des dernières semaines infernales qu'elle avait vécues. Et voici une vérité que peu de gens comprennent. Quand la vie nous frappe à répétition, quand nous sommes blessés, trahis, abandonnés, arrive un moment où la méfiance devient notre armure. Amélie regarda cette main tendue et vit toutes les autres mains qui avaient promis de l'aide et livré la trahison. Mais il y avait un détail qui changea tout. Les yeux de Gabriel ne mentaient pas. Vous connaissez ce truc de regarder quelqu'un dans les yeux et voir son âme? Eh bien, ça existe. Et dans cette seconde éternelle, pendant que les balles ricochaient sur les rochers alentours, Amélie vit quelque chose dans les yeux de ce guerrier qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, la vérité pure et simple. Elle agrippa sa main. Et tout changea. Maintenant, mettons cette poursuite cinématographique en pause un instant et comprenons qui est Gabriel Beaumont. Parce que cette histoire n'est pas seulement un sauvetage héroïque, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la plupart des gens passent toute leur vie sans comprendre. Gabriel était le fils d'un commerçant français qui tomba amoureux d'une femme apache dans les années 1840. Pour la société de l'époque, c'était un scandale. Pour sa famille à Paris, ce fut une honte. Pour le peuple apache de sa mère, ce fut une trahison. Et pour lui, le fils de cette union impossible, ce fut une sentence de non-appartenance qui dura toute sa vie. Il grandit en parlant français avec son père, apprenant Voltaire et Victor Hugo. Et en parlant la langue apache avec sa mère, apprenant les esprits de la terre et les chemins du guerrier. Il était trop cultivé pour les apaches traditionnels. Il était trop sauvage pour les blancs civilisés. Alors il apprit quelque chose que seuls ceux qui vivent entre deux mondes peuvent comprendre, la solitude de n'avoir aucun endroit à appeler sien. Et c'est exactement pour cette raison que, ce matin du 14 août 1875, quand Gabriel vit Amélie courir désespérément dans le désert, quelque chose en lui reconnut quelque chose en elle. Il vit une autre âme perdue entre les mondes. Après avoir galopé pendant des heures, laissant les chasseurs derrière dans les virages traîtres du désert, Gabriel emmena Amélie dans une caverne cachée dans les montagnes. Un lieu secret que lui seul connaissait. Un refuge construit entre deux cultures, où les objets français partageaient l'espace avec les symboles apaches. Amélie tremblait. Pas seulement de froid, mais de tout. De peur, de soulagement, de confusion, de douleur. Gabriel alluma un petit feu et prépara du thé aux herbes que sa mère lui avait enseigné. Il ne dit rien pendant de longues minutes. Il la laissa simplement respirer. Et c'est là que réside une sagesse que notre société pressée a complètement oubliée. Parfois, la plus grande aide que nous pouvons donner à quelqu'un est simplement d'être présent.
Pas avec des conseils. Pas avec des solutions. Juste présent. Quand Amélie réussit finalement à parler, les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent en français. Pourquoi? Pourquoi l'avait-il sauvé? Pourquoi avait-il pris des risques? Pourquoi s'était-il soucié d'une inconnue? La réponse de Gabriel fut aussi simple que profonde. Parce que j'ai vu quelque chose en toi que je reconnais en moi. Quelqu'un qui n'appartient à aucun endroit. Amélie le regarda, confuse. Gabriel continua, tout en préparant des herbes médicinales pour ses blessures. Tu es en fuite. Je le sais. Tu fuis quelque chose que tu as vu, quelqu'un qui t'a blessé, un passé qui ne te lâche pas. Je le vois dans tes yeux. Et tu sais pourquoi? Parce que moi aussi je fuis. Depuis des années. Alors elle raconta. Avec la voix brisée, les mains tremblantes, les yeux se remplissant de larmes qu'elle retenait depuis des semaines, Amélie Dubois raconta son histoire. Elle était venue de France 6 mois auparavant. Pas pour l'aventure ou la recherche d'opportunités comme la plupart des immigrants. Non. Elle était venue chercher son frère aîné, Pierre Dubois, qui avait disparu en Arizona 2 ans plus tôt. Sa dernière lettre parlait d'avoir découvert quelque chose de terrible impliquant un fermier puissant. Amélie débarqua à la Nouvelle-Orléans seule, avec une petite valise et un médaillon en or avec la photo de ses parents, tous deux morts du choléra à Paris pendant l'hiver 1873. Elle voyagea en train, en charrette, à pied, demandant après Pierre dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque taverne poussiéreuse. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une petite ville appelée Copper Springs. Là, elle trouva du travail comme serveuse dans le saloon d'une femme française nommée Marie-Claire Laurent, une âme généreuse qui avait son propre passé sombre et accueillait les femmes en difficulté. Pendant 3 semaines, Amélie servit des boissons, nettoya des tables et essaya de poser des questions discrètes sur son frère. Jusqu'à cette nuit maudite du 20 juillet. Amélie fermait le saloon quand elle entendit des voix agitées à l'arrière. La curiosité tua le chat, comme on dit. Elle s'approcha de la fenêtre et vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Jacques Mercier, le fermier le plus riche et le plus craint de la région, avec 3 hommes de main, exécutant un homme innocent de sang-froid. Elle cria. Elle ne put s'en empêcher. Et Mercier la regarda directement. Le pire? Mercier était aussi français. Un compatriote qui s'était enrichi par des méthodes brutales et illégales. Et il parla en français, avec un sourire glacial. Une Française, quel dommage. Amélie courut. Mais elle n'alla pas loin. Mercier avait des hommes partout. Ils la capturèrent, la bâillonnèrent, et Mercier fit quelque chose d'encore plus cruel, il la vendit comme propriété pour sa ferme. Oui, en 1875, il existait encore des formes d'esclavage déguisé dans le Vieil Ouest. Pendant 2 semaines, Amélie fut tenue prisonnière dans une cabane au fond de la ferme de Mercier. Jusqu'à ce qu'une aube, elle réussisse à voler un couteau, couper les cordes et s'échapper. C'est alors que la poursuite commença. Gabriel écouta tout en silence. Quand Amélie termina, épuisée, il resta à regarder le feu pendant de longues minutes. Puis il posa une question qui changea tout. Ce fermier, Jacques Mercier, a-t-il tué un homme il y a 2 ans aussi? Un Français nommé Pierre? Le cœur d'Amélie s'arrêta. Comment savez-vous cela? Gabriel ferma les yeux, portant un poids qu'il gardait depuis des années. Parce que j'étais le traqueur qui l'a trouvé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie se leva, chancelante, s'éloignant de lui comme si elle avait reçu une balle. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps tombèrent enfin, mais maintenant c'étaient des larmes de rage, de trahison, de douleur absolue. Où vous étiez là? Amélie, je ne savais pas. Mercier m'avait engagé en disant que Pierre était un criminel en fuite. Je l'ai traqué dans les montagnes pendant des jours. Quand je l'ai finalement trouvé, il n'a pas réagi. Il m'a juste regardé et a dit, « Si ma sœur vient me chercher, protège-la. » Puis Mercier est arrivé. Et vous l'avez laissé mourir.
cria Amélie, sa voix résonnant sur les parois de la caverne. J'étais jeune, stupide, et j'ai cru les mensonges d'un homme puissant. Quand j'ai réalisé la vérité, il était trop tard. Pierre m'a fait promettre que si je rencontrais un jour sa sœur, je la protégerais. J'ai juré. Et alors, quand je t'ai vu courir aujourd'hui dans le désert, d'une certaine façon, j'ai su. J'ai simplement su que c'était toi. Vous savez ce qu'est le vrai pardon ? Ce n'est pas cette chose mièvre qu'on voit dans les films où quelqu'un dit simplement « c'est bon » et embrasse le coupable. Non. Le vrai pardon est l'une des choses les plus difficiles et complexes qu'un être humain puisse faire. Amélie passa 3 jours sans parler à Gabriel. Il respecta son espace, laissant nourriture et auprès de l'endroit où elle dormait, maintenant le feu allumé, protégeant l'entrée de la caverne. Mais sans forcer la conversation. Sans répéter les excuses. Parce qu'il comprit quelque chose de crucial. Certaines blessures doivent saigner avant de commencer à cicatriser. Le 4e matin, Amélie se réveilla et trouva Gabriel jouant d'une flûte apache. La mélodie était triste, mélancolique, mais avait quelque chose d'espérant aussi. Elle s'assit près de lui, maintenant encore la distance. « Mon père m'a enseigné cette musique », dit doucement Gabriel. Il disait que c'est la chanson de l'homme perdu qui trouve le chemin du retour à la maison. Mais voici le secret, la maison n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit. Amélie le regarda, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Comment espérez-vous que je vous pardonne ? » Je n'espère pas. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on exige ou qu'on espère. C'est quelque chose qui arrive quand la personne est prête. Ou qui n'arrive pas, et c'est bien aussi. Mais ce que je peux faire, c'est honorer la promesse que j'ai faite à ton frère. Te protéger. Même si tu me détestes pour toujours. Et alors Gabriel raconta quelque chose qu'il n'avait jamais raconté à personne. Dans les dernières minutes de vie de Pierre, pendant que Mercier riait victorieux, Pierre avait chuchoté quelque chose seulement à Gabriel. « Je te pardonne. Tu as été trompé, comme moi. Mais ma sœur, elle est forte. Plus forte qu'elle ne le pense. Quand elle viendra, et elle viendra, montre-lui ça. » Dans les jours qui suivirent, quelque chose de curieux se produisit. Amélie ne pardonna pas à Gabriel. Mais elle accepta son aide. Parce qu'elle avait compris quelque chose de fondamental, elle devait arrêter d'être victime et commencer à être survivante. « Si je vais affronter Mercier, dit-elle un matin, je dois apprendre à me défendre. » Et Gabriel enseigna. Pas seulement à se battre, mais à penser comme une guerrière. Il lui enseigna à traquer, à lire les signes de la nature, à anticiper les mouvements de l'ennemi. Il lui enseigna à chevaucher comme les Apaches, à utiliser un couteau, à tirer à l'arc. Amélie tombait. Beaucoup. Elle se blessait les genoux, écorchait ses mains, pleurait de frustration. Mais elle se relevait toujours. Et chaque fois qu'elle se relevait, elle devenait un peu plus forte. Pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Les taches de soleil sur ses bras, ses marques de souffrance, commencèrent à prendre une nouvelle signification. Ce n'étaient plus des symboles de victimisation. C'étaient des emblèmes de bataille. Des preuves qu'elle avait survécu. Et pendant ces jours, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte au début, quelque chose changeait entre eux. L'amour qui naît d'une tragédie partagée est différent. Ce n'est pas cet amour de contes de fées, de fleurs et de poésie. Il est plus brut, plus réel, plus profond. C'est un amour qui dit « Je t'ai vu à ton pire moment et je choisis quand même de rester ». Ce fut une nuit, après un entraînement particulièrement difficile, alors que tous deux étaient assis autour du feu, qu'Amélie dit finalement « Je ne t'ai pas encore pardonné. Peut-être que je ne pardonnerai jamais complètement. Mais je comprends maintenant que tu as aussi été victime. Et que tu essaies de réparer quelque chose qui ne peut peut-être pas être réparé. » Gabriel acquiesça, sans rien dire. Amélie continua. « Mon frère était sage. Il disait toujours que juger une personne par son pire moment est injuste. Que ce qui compte, c'est ce qu'elle fait après avoir réalisé son erreur. » Elle toucha doucement la main pleine de cicatrices. « Tu as sauvé ma vie. Tu m'apprends à survivre. Tu honores une promesse faite à un homme que tu as aidé à tuer. C'est plus que la plupart feraient. » Cette nuit-là, sous un ciel étoilé du désert, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce ne fut pas un baiser de pardon complet. Ce fut un baiser d'acceptation. De reconnaissance mutuelle de deux âmes blessées qui apprenaient à guérir ensemble. Mais la vie n'est pas que romance. Amélie avait une mission. Mercier devait payer pour ce qu'il avait fait. Pas seulement à elle, pas seulement à Pierre, mais à toutes les victimes qu'il avait laissées sur son chemin pendant des années.
Et c'est là que l'histoire enseigne quelque chose que Hollywood se trompe toujours. La vengeance n'est pas une violence déchaînée. La vengeance intelligente est une justice stratégique. Gabriel connaissait bien le territoire de Mercier, les habitudes de ses hommes de main, les routes d'approvisionnement. Et Amélie, avec son esprit aiguisé et sa détermination inébranlable, conçut un plan qui était simultanément simple et génial. Marie-Claire, la propriétaire du saloon, avait secrètement gardé des documents qui prouvaient les crimes de Mercier. Faux contrats, registres de terres volées, preuves de meurtre. Pierre avait découvert une partie de cela avant de mourir. Mais Marie-Claire avait le reste, caché, attendant le bon moment. Le plan était simple, récupérer les documents, les remettre au marshal territorial qui arrivait dans la région, et s'assurer que Mercier soit jugé publiquement. Mais, bien sûr, rien n'est aussi simple. La nuit où ils allèrent chercher les documents, une embuscade les attendait. Mercier avait des hommes qui surveillaient Marie-Claire depuis des jours. Il savait que quelqu'un viendrait. Gabriel se battit comme un démon. Il abattit 4 hommes seuls. Mais quand Mercier pointa une arme sur la tête d'Amélie, il s'arrêta. « Beaumont, rit Mercier, j'ai toujours su que tu étais faible. » Métisse pathétique. Amélie, cependant, avait bien appris les leçons de Gabriel. Dans un mouvement rapide qu'il lui avait enseigné, elle désarma l'homme le plus proche et retourna la situation. Pendant quelques secondes, elle tint l'arme pointée sur Mercier. Et nous arrivons au moment le plus important de toute l'histoire. Amélie avait Mercier en joue. L'homme qui avait tué son frère. L'homme qui l'avait réduit en esclavage. L'homme responsable de tant de souffrances. Une légère pression sur la gâchette et tout serait fini. Tire. Défia Mercier, sans peur. Tire et deviens comme moi. Gabriel, retenant encore 2 hommes, cria. Amélie, non. Ne le laisse pas te transformer en ce que tu détestes. Et alors Amélie réalisa la vérité la plus profonde de toutes. La vengeance ne guérit pas. Tuer Mercier ne ramènerait pas Pierre. N'effacerait pas les cicatrices. Ne déferait pas la souffrance. Mais la justice était différente. Elle baissa l'arme. Tu ne vaux pas la tâche que tu laisserais sur mon âme, dit-elle calmement. À ce moment, le marshal arriva avec des renforts. Marie-Claire avait envoyé chercher de l'aide. Les documents furent remis. Mercier fut arrêté. Mais le vrai triomphe ne fut pas son arrestation. Ce fut Amélie choisissant d'être meilleure que son ennemi. Ce fut elle refusant de laisser l'obscurité gagner. 3 mois plus tard, Amélie et Gabriel construisaient une petite maison dans les montagnes. Un endroit entre le monde Apache et le monde Blanc. Un endroit à eux. Un après-midi d'automne, pendant que le soleil peignait le ciel en doré, Amélie regarda ses propres bras. Les taches de soleil étaient toujours là. Certaines étaient devenues des cicatrices permanentes. D'autres s'estompaient. Tu sais, dit-elle à Gabriel, je détestais ces marques. Je les voyais comme des symboles de ma faiblesse. De tout ce que j'ai souffert. Gabriel embrassa doucement chaque marque. Et maintenant ? Maintenant je les vois comme une preuve. La preuve que j'ai survécu. Que j'ai lutté. Que j'ai refusé d'abandonner même quand tout semblait perdu. Elle tint son visage dans ses 2 mains. Et plus important, j'ai appris que les tâches ne définissent pas qui nous sommes. C'est ce que nous en faisons qui compte. J'aurais pu laisser ces marques me détruire. Mais j'ai choisi de les laisser me fortifier. Gabriel sourit. Ton frère serait fier. Je sais, répondit Amélie, touchant le médaillon qu'elle n'enlevait jamais de son cou. Et d'une certaine façon, je sens qu'il est ici. Qu'il nous a guidés l'un vers l'autre. Vous savez quelle est la vérité que toute cette histoire révèle ? Une vérité que la plupart des gens passent toute leur vie sans comprendre ? Nous portons tous des taches. Tous. Ce peuvent être des cicatrices physiques ou des blessures émotionnelles. Ce peuvent être des traumatismes, des regrets, des douleurs que personne ne voit mais que nous portons tous les jours.
La différence entre ceux qui grandissent et ceux qui sont consumés par ces tâches n'est pas de ne pas les avoir. C'est de choisir quoi en faire. Amélie aurait pu laisser la haine la détruire. Elle aurait pu tuer Mercier et tacher sa propre âme. Elle aurait pu rejeter Gabriel pour toujours et vivre seule dans l'amertume. Gabriel aurait pu fuir la culpabilité. Il aurait pu ignorer la promesse faite à un homme mourant. Il aurait pu choisir le chemin facile. Mais tous deux ont choisi le chemin difficile, le chemin de la croissance, du pardon, de la transformation. Et les taches de soleil sur les bras d'Amélie? Elles sont devenues des symboles de quelque chose de beau, que même les pires choses qui nous arrivent peuvent se transformer en notre plus grande force. Que nos blessures, quand elles sont guéries de la bonne façon, nous rendent plus forts, plus sages, plus compatissants. 1 an s'est écoulé depuis ce jour dans le désert. La maison d'Amélie et Gabriel est devenue un refuge. Pas seulement pour eux, mais pour d'autres. Des femmes fuyant des situations d'abus. Des enfants orphelins. Des Apaches qui n'avaient plus de terre. Des Français perdus en terre étrangère. Cette maison entre deux mondes est devenue un troisième monde. Un monde nouveau. Un monde où les différences étaient célébrées, où les tâches étaient vues comme des médailles d'honneur, où le passé ne définissait pas l'avenir. Mercier fut jugé et condamné. Marie-Claire transforma le saloon en une entreprise prospère et honnête. Et Amélie découvrit qu'elle était enceinte. Quand elle tient son ventre, elle pense à l'enfant qui va naître. Un enfant qui portera du sang français et apache. Un enfant qui grandira en connaissant 2 cultures, 2 langues, 2 façons de voir le monde. Et elle pense, cet enfant naîtra chanceux. Il apprendra dès le plus jeune âge qu'il n'a pas besoin de choisir un seul monde. Qu'il peut créer le sien. Un après-midi, pendant que le soleil se couche sur le désert, Gabriel joue de sa flûte apache. Amélie danse au son de la musique, sa robe blanche, maintenant propre et raccommodée, tournoyant dans le vent. Les taches sur ses bras brillent dorées sous la lumière du crépuscule. Et elle pense à la phrase que Pierre disait toujours, « Petite sœur, la vie n'est pas d'éviter les tempêtes. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Elle a finalement compris. Cette histoire d'Amélie et Gabriel nous enseigne quelque chose de profond sur la vie. Nous avons tous nos tâches. Nous portons tous des cicatrices. La question n'est pas de savoir si nous serons blessés, nous le serons inévitablement. La question, que ferons-nous de ces blessures? Allons-nous les laisser nous définir? Ou allons-nous les transformer en notre plus grande force? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez vu un morceau de vous-même en Amélie ou Gabriel, partagez-la. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, de grandir et même de trouver la beauté dans ses propres cicatrices. Vos taches de soleil peuvent devenir votre plus grande lumière. Il suffit de choisir. Et vous, quel choix allez-vous faire aujourd'hui ?